Lorsque les horloges se taisent, les secrets murmurent plus fort. Ce soir, une vérité oubliée attend, tapie, sous les dorures d'un nom et le poids d'un silence. Une tour, un bal, une disparition et l'écho d'un cœur trahi. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prêt et... Entrons dans l'histoire. Je me souviens parfaitement du matin où cette lettre m'est parvenue. Elle était écrite de la main nette et inclinée de mon vieil ami, Hercule Poirot. Et le papier sentait légèrement le vétiver, ce parfum qu'il utilisait discrètement depuis toujours. Le contenu, en revanche, n'avait rien d'ordinaire. Mon cher Hastings, venez me rejoindre à Venise. Le froid n'y est pas plus mordant qu'à Londres, mais l'ombre y est plus éloquente. J'ai besoin de votre regard et de votre silence. H.P. Aucune signature plus longue, aucune explication. Je n'avais rien reçu de lui depuis des semaines, et voilà qu'il m'appelait ainsi, d'une phrase sibylline, vers la cité des canaux. Mon épouse étant en visite chez sa sœur dans le Surrey, je n'eus guère à réfléchir. L'énigme était posée, et je connaissais suffisamment mon ami pour savoir que, lorsque l'ombre l'intéressait plus que la lumière, c'est qu'un mystère flottait déjà quelque part, impalpable et précis comme un parfum oublié. Je fis mes bagages avec soin et pris le train pour Calais. Un brouillard tenace me suivit jusqu'à la mer. Venise, en hiver, n'a rien de la carte postale que tant de voyageurs emportent en souvenir. Il y règne une mélancolie presque élégante, faite de ruelles humides, de fenêtres closes et de brumes stagnantes. C'est dans ce décor que je découvris le palazzo où Poirot m'avait donné rendez-vous, une bâtisse silencieuse, au bord d'un canal que même les gondoles semblaient éviter. Un majordome à l'accent vénitien prononcé m'accueillit avec discrétion. Il me guida à travers une enfilade de pièces figées, meublées comme dans un tableau ancien. Tout y respirait le passé. Rideaux trop lourds, horloges arrêtées, portraits austères au regard fuyant. Poirot m'attendait dans une petite bibliothèque circulaire, debout devant un poêle en fonte. Il portait un costume impeccable, d'un gris sombre, et ses moustaches semblaient pointer légèrement vers le bas, signe chez lui d'un trouble discret. « Mon ami, me dit-il simplement, vous tombez à pic. Les fantômes ici ne parlent qu'aux esprits discrets. » Je haussai un sourcil, mais n'interrogeai pas davantage. J'avais appris que le silence, avec Poirot, valait parfois 100 questions. Il m'indiqua un fauteuil, me servit une tasse de thé, et nous restâmes là, quelques instants, à écouter le grincement de la ville qui respirait sous les pierres. C'est dans le salon adjacent, un peu plus tard, que je fis la connaissance de la maîtresse des lieux. La comtesse Bianca di Ruggiero entra sans bruit, comme si elle glissait sur les dalles. Elle portait un châle noir, richement brodé, et ses cheveux d'un blond fané encadraient un visage que le chagrin semblait avoir sculpté. « Monsieur le capitaine Hastings, » dit-elle avec une courtoisie sobre, « je suis honoré que vous ayez répondu à l'appel de Monsieur Poirot. Il est des douleurs qu'on ne partage qu'avec des étrangers bien choisis. » Je m'inclinai légèrement, troublé par cette étrange formule. Poirot l'observait avec attention, ses yeux sombres, fixés sur le moindre mouvement de ses doigts. « Vous avez réuni ici, madame, les témoins d'un drame ancien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans détour. « Oui, cela fait 20 ans que ma sœur Sylvana a disparu, une nuit de carnaval. Nous n'avons jamais retrouvé son corps, ni la moindre preuve d'un crime, mais moi, je sais. Quelque chose s'est tué cette nuit-là, et je ne parle pas seulement d'elle. » Elle détourna les yeux vers la fenêtre, où le canal reflétait les lueurs jaunes des réverbères. « Cette semaine, nous sommes tous réunis ici, les mêmes visages,
les mêmes silences. Peut-être est-il temps d'ouvrir ce qui a été scellé. Poirot hocha lentement la tête. Je sentis que l'ombre allait bientôt parler. Il est des noms qui, lorsqu'ils sont prononcés, font trembler l'air comme une corde pincée. Celui de Sylvana avait cet effet-là. Tout au long de la soirée, je perçus dans le palazzo une retenue presque sacrée autour de sa mémoire. On parlait d'elle comme d'un parfum trop fort, en souriant brièvement, sans jamais dire ce que l'on pensait. Et surtout, jamais, au grand jamais, on évoquait la tour de l'horloge. Je demandai innocemment à un invité si la tour offrait encore une belle vue sur la place. Il me répondit par un haussement d'épaules embarrassé avant de changer de sujet. Poirot, lui, observait, notait mentalement les silences, les regards évités, les vers reposés trop vite. Il semblait écouter ce qu'on ne disait pas, avec une attention presque douloureuse. « Hastings » murmura-t-il, lorsque nous fûmes seuls, un instant. « Ce que l'on cachait ici n'est pas un meurtrier, mais une vérité plus ancienne. Il faut toujours se méfier des familles où l'on oublie volontairement. » Je n'osais répondre. Une tension flottait dans l'air, comme si le passé retenait son souffle. Le lendemain matin, le majordome nous informa, avec une raideur inhabituelle, qu'un colis venait d'être déposé pour la comtesse. Aucun livreur, aucun nom. Juste un paquet enveloppé dans du papier brun, noué d'un ruban noir. Bianca le prit entre ses mains avec lenteur, comme si elle en connaissait déjà le poids. Elle nous fit signe de rester. Avec des gestes mesurés, elle défit le ruban, écarta le papier et découvrit une petite boîte de bois foncé à charnière dorée. Quand elle l'ouvrit, je vis son visage se figer. Poirot s'était rapproché d'un pas. La comtesse sortit de l'écrin, une montre à gousset, ancienne, dont le cadran était fendu au bord. Elle la tint à la lumière. « C'est celle de Sylvana », dit-elle simplement. Je vis Poirot pâlir légèrement. « Vous êtes certaine ? Elle appartenait à notre père. Ma sœur l'adorait. Elle la portait le soir du bal. » Elle retourna la montre. Le couvercle intérieur portait une inscription gravée. « À Sylvana pour toujours, Bianca. » Mais ce n'était pas cela qui nous glaça. L'aiguille des minutes était figée, implacable, sur 17, et celle des heures, sur 9. « 21h17, murmura Poirot. C'est l'heure où quelque chose s'est arrêté, peut-être même le temps lui-même. Un silence dense tomba sur la pièce. Poirot tint la montre dans sa paume quelques secondes, comme s'il tentait de ressentir encore la chaleur d'une main disparue. Son regard s'était assombri, et je ne le reconnaissais pas tout à fait. Il n'y avait plus en lui l'élégance distante de l'observateur, mais une tension contenue, comme si quelque chose dans cette affaire le concernait personnellement. « Mon ami, dit-il en me rendant la montre, ce n'est pas un objet que l'on nous a envoyé, c'est un rappel. » « Un rappel de quoi ?» demandai-je à voix basse. « D'un crime ou d'un remords, voire des deux à la fois. » La comtesse s'était assise, le regard perdu dans les flammes du poêle. « Pourquoi maintenant ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi après tant d'années ?» Poirot se pencha légèrement vers elle. « Parce que, madame, la vérité est comme l'horlogerie fine. Elle ne supporte pas le moindre grain de poussière. Et la poussière du passé, elle finit toujours par tomber. » Il se redressa et fit quelques pas, silencieux. « Nous allons devoir revenir en arrière, » ajouta-t-il, non pas pour juger, mais pour comprendre. Il s'arrêta net devant la haute pendule du salon, dont les aiguilles étaient, elles aussi, figées. « Et cette fois, » conclut-il, « nous écouterons ce que les montres ont à dire. » Je sus alors que notre séjour à Venise allait durer plus longtemps que prévu. Le dîner, ce soir-là, se déroula dans l'un de ces salons sombres aux lambris cirés,
où le silence semble s'infiltrer jusque dans les verres. Nous étions 9 à table, et je crus comprendre, dès les premières minutes, que ce chiffre contenait plus d'ombre que de convives. La comtesse Bianca trônait à l'une des extrémités, droite, digne, presque hiératique. Poirot était à sa gauche, moi à sa droite. Les autres avaient été placés avec un soin qui révélait, à mes yeux du moins, plus de calcul que de convenance. Chaque regard fuyait l'autre avec une aisance trop étudiée. On parlait d'art, de musique, de la pluie vénitienne, du niveau des canaux. Mais pas un mot, pas une allusion au passé. Ce passé que pourtant, chacun semblait porter comme un bijou discret, mais pesant. Le prénom de Sylvana, lui, n'effleurait aucune lèvre, et la tour de l'horloge n'existait plus que comme une rumeur éteinte. Je jetai un coup d'œil à Poirot, qui mangeait peu, mais observait beaucoup. À chaque phrase anodine, son sourcil se haussait d'un degré imperceptible. Je connaissais ce langage muet. Mon ami écoutait ce qui n'était pas dit. Le dessert fut servi dans un cliquetis discret, et dans cette salle ornée de fresques, j'eus l'étrange impression d'assister à un repas d'adieu, à quelque chose qu'on n'osait pas nommer. Je profitais d'un moment où la conversation languissait pour m'adresser à mon voisin immédiat, un homme au teint pâle, aux lunettes rondes et aux gestes nerveux. Il se présenta comme Giulio Ferretti, historien d'art et consultant pour des collections privées, dont celle de la comtesse, précisa-t-il en détournant les yeux. Il parlait vite, avec un accent italien charmant, mais chargé d'une tension sous-jacente. Lorsqu'il évoqua Sylvana, ce fut avec une retenue étrange, comme si ce prénom lui appartenait encore en secret. Elle avait une manière de regarder les tableaux qui me troublait, dit-il en fixant son assiette, pas comme une amatrice, plutôt comme si elle écoutait ce qu'il taisait. Je lui demandai s'ils étaient proches. Proches? Non, enfin. J'étais là, souvent. Elle avait cette vivacité, et parfois cette mélancolie tranchante, comme un vitrail dans une église vide. Son verre trembla légèrement sur la table. Il but, puis ajouta à voix plus basse. Elle voulait partir. Elle l'avait dit à Livia, mais pas à moi. Je sentis dans sa voix le regret, et peut-être un reproche. À lui-même ou à d'autres. Je n'en savais rien. Mais son trouble ne m'échappa pas. Assise presque en face de moi, Livia Dandolo rayonnait d'un charme dont elle semblait elle-même ne plus vouloir. Elle avait cette élégance naturelle des femmes qui savent qu'elles furent belles et le sont encore, malgré les ans. Une soprano célèbre, m'avait-on dit, et une amie d'enfance de Sylvana. Je l'abordai avec une certaine réserve, mais elle m'adressa un sourire las, comme si elle devinait déjà mes questions. « Vous voulez savoir si je savais quelque chose, capitaine? Tout le monde me demande cela depuis 20 ans, et je réponds toujours la même chose. Je savais qu'elle souffrait. Elle jouait avec le pied de son verre, les yeux mi-clos. Sylvana brillait plus que moi. C'était sa lumière qui attirait les regards, mais parfois, la lumière aveugle, elle était fragile, vous comprenez? Je hochai la tête. Vous étiez proche? Elle hésita, puis répondit, presque agacée. Oui, non, c'est compliqué. Elle m'écrivait des poèmes, elle me détestait le lendemain. Elle voulait chanter, puis se taire pour toujours. Elle était tout et rien. Et elle savait quelque chose, ce soir-là. Quelque chose qu'elle ne m'a jamais dit. Son regard se perdit dans une zone invisible, au-delà de la nappe. Le silence retomba, dense, chargé. Le regard d'Ezio Carbone fuyait toujours un peu celui de son interlocuteur, comme si une gêne secrète en dictait l'orientation. Il parlait peu, c'est vrai, mais ce silence-là n'avait rien de simple. Il était chargé,
presque tendu, comme un ressort dissimulé dans la poitrine. Poirot l'interrogea sur l'horloge de la tour, avec la fausse désinvolture qu'il savait si bien manier. « Je crois comprendre, monsieur Carbone, que vous avez été l'un des derniers à travailler sur le mécanisme avant les événements ?» Ezio acquiesça. Ses doigts, longs et tachés d'huile ancienne, se crispèrent légèrement sur sa serviette. « C'était un mécanisme précieux, dit-il, ancien, capricieux, mais d'une précision redoutable. Il suffisait de l'écouter respirer. Il marqua une pause, puis reprit, plus bas. Et puis un jour, on a tout arrêté. On m'a dit que c'était fini, qu'il ne fallait plus rien toucher. Alors j'ai obéi. »« Pourquoi ?» demanda Poirot doucement. Ezio haussa les épaules, mais sa voix trahit une fragilité. Par respect, ou peut-être par crainte. Ses mains tremblaient légèrement, comme si elles se souvenaient d'un geste qu'elles avaient voulu oublier. Je sentis alors, dans le mutisme de cet homme, la trace du temps figé. Non pas celui de l'horloge, mais celui de la conscience. Le notaire Albanès avait ce port discret et cette voix feutrée, propres aux hommes de dossier. Tout en lui respirait la neutralité, mais c'était une neutralité trop parfaite, trop lisse, pour ne pas masquer quelque chose. Il parlait avec soin. Chaque mot pesait comme une clause légale, et pourtant, il laissa échapper une phrase qui fit tiquer Poirot. J'ai bien connu la famille à cette époque. Je m'occupais, entre autres, des affaires de succession. Poirot fronça légèrement les sourcils. De succession, dites-vous. Mais la comtesse Bianca était l'aînée, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr, mais peu de temps avant sa disparition, Sylvana avait souhaité rédiger un testament, ou du moins une lettre de disposition particulière. Une fantaisie de jeune fille, peut-être, ou un geste plus grave. Je crus remarquer un éclair furtif dans les yeux de Bianca, à l'autre bout de la table. Poirot, lui, ne quitta pas Albanese du regard. Et ce document, maître Albanese, que devint-il? Je ne l'ai jamais reçu, ou alors il ne m'a jamais été transmis. Je ne peux en dire plus. Ses doigts effleuraient machinalement le bord de son verre, et dans ce geste anodin, je crus lire l'empreinte d'un secret oublié ou volontairement effacé. Assise entre deux convives plus âgés, la jeune Béatrice semblait s'ennuyer poliment. Elle n'avait pas dit un mot depuis le début du repas. Mais lorsque Poirot, dans un détour de conversation, évoqua les costumes du bal d'il y a 20 ans, elle redressa la tête. « Moi, j'en ai vu un, » dit-elle soudain, comme si elle racontait une histoire d'enfant. « Un quoi, mademoiselle ?» demanda Poirot avec douceur. « Un masque, une personne déguisée, qui courait vers la tour. Je me souviens, j'étais petite, mais je regardais par la fenêtre du couloir. Et vous en souvenez-vous vraiment ?» interrogeai-je, un peu surpris. Elle haussa les épaules avec ce mélange de candeur et de défi propre à son âge. « Je sais ce que j'ai vu. C'était une silhouette en manteau sombre, avec un masque doré fendu sur le côté, comme brisé. Un frisson discret sembla traverser la table. Personne ne m'a cru, ajouta-t-elle en regardant la comtesse. Alors j'ai arrêté d'en parler. » Poirot échangea un regard lent avec moi. Dans le silence qui suivit, ce n'était pas la voix de l'enfant qu'on entendait résonner, mais celle du passé, revenue sous un masque trop longtemps ignoré. Lorsque le café fut servi, la tension devint presque palpable. Chacun parlait un peu plus fort, un peu plus vite, comme pour étouffer une chose invisible qui prenait place entre nous. Poirot, quant à lui, n'écoutait plus les mots. Il observait les silences. « Hastings, » murmura-t-il sans me regarder, « il y a ici une peur qui ne s'adresse à personne, mais que tous partagent. Une peur vieille de 20 ans, enracinée,
presque respecté. Je le vis alors se pencher légèrement, comme pour écouter une voix inaudible. Ce n'est pas la mort qui les hante, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle, la vérité. Et dans ses yeux brillait non la satisfaction du détective, mais une gravité silencieuse que je lui connaissais rarement. Plus tard, dans le salon désert, je posai une question au majordome. « La tour, pourquoi est-elle toujours fermée ?» Il hésita un instant, puis répondit. « Elle a déjà été condamnée pour réparation après cette nuit-là, officiellement. Et depuis, personne n'y est remonté, monsieur. Les clés sont restées dans le tiroir du vestibule. On dit que l'air y est devenu trop lourd. » Je remerciai, troublé. Poirot, de l'autre côté de la pièce, contemplait le cadran de la grande horloge murale. Son tic-tac semblait s'être arrêté. Mais je savais, au fond, que quelque chose, désormais, recommençait à battre. Il était près de minuit lorsque nous sortîmes du palazzo. L'air, chargé d'humidité, avait la texture d'un souvenir. Béatrice nous accompagnait, silencieuse, emmitouflée dans un manteau trop grand pour elle, comme si elle cherchait à effacer sa silhouette de la nuit. La place Saint-Marc, que j'avais connue bruissante de voix, était alors déserte, baignée dans une clarté pâle et presque lunaire. Les pavés luisaient sous nos pas, et le silence avait une qualité presque religieuse. Poirot marchait un peu en avant, les mains jointes derrière le dos, le regard levé vers les façades solennelles. Il ne parlait pas. Moi-même, je me sentais presque fautif de troubler cette étrange paix. Seule Béatrice brisa ce silence, à voix basse. « La ville est belle quand elle dort. On dirait qu'elle respire autrement. » Je fus surpris par cette phrase. Elle n'avait rien d'innocent, et en la regardant, je vis que ses yeux fixaient la tour de l'horloge. « Elle a toujours été là, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, toujours fermée, mais toujours présente. Poirot s'arrêta lentement et suivit du regard la ligne de la tour jusqu'au sommet. « C'est cela, mademoiselle, dit-il. Ce qui reste silencieux n'est pas nécessairement mort. Au moment précis où l'horloge du campanile voisin entama son chant grave et solennel, la tour de l'horloge demeura muette. Je m'attendais à ce qu'elle restât inerte, conformément à ce qu'on nous avait répété depuis le début de notre séjour. Mais alors que le dernier coup de minuit s'évanouissait dans la brume, un bruit léger, à peine audible, surgit. Un tic-tac discret, régulier, mécanique. Il ne provenait ni de ma montre, ni de celle de Poirot. Non, ce son-là s'échappait, tout droit du flanc de la tour, comme si une vie oubliée s'y était réveillée. Je lançai un regard à mon ami, qui s'était figé, la tête légèrement inclinée. Béatrice, elle, ne semblait pas avoir perçu le bruit. « Vous l'entendez ?» demandai-je. Poirot hocha lentement la tête. « Oui, et ce n'est pas un écho de notre imagination. C'est bien réel, Hastings. Ce mécanisme que l'on dit brisé, il fonctionne encore. Ou quelqu'un l'a récemment réveillé. » Un frisson me parcourut. Ce son, dans le silence absolu, avait quelque chose de profondément dérangeant. Il n'annonçait pas le temps qui passe, mais celui qui revient. Poirot fixait la tour comme s'il lisait une énigme gravée dans la pierre même du silence. Le lendemain matin, Poirot me demanda de retrouver Ezio Carbone, le restaurateur d'horloges. Je le trouvai dans une petite salle annexe, occupé à réparer une pendulette ancienne, les mains encore maculées de graisse fine. Quand Poirot le rejoignit, il parla d'une voix calme et presque tendre. « Mon ami, dit-il, vous connaissez mieux que quiconque les secrets de cette vieille tour. J'aimerais que vous y retourniez. » Ezio releva lentement la tête, les traits tirés. Il hésita longuement. Je croyais qu'on n'avait plus le droit. Ce n'est pas une question de droit.
C'est une question de vérité. Ezio baissa les yeux. Ses doigts frôlèrent le tournevis sur la table. Puis il murmura « Très bien, mais je n'y entrerai pas seul. »« Vous n'y serez pas seul, » répondit Poirot. Le silence n'a jamais fait peur aux hommes honnêtes. Il hocha la tête, et je vis alors, pour la première fois, une ombre de terreur réelle passer dans son regard. Plus tard dans la nuit, alors que chacun était censé s'être retiré dans ses appartements, je fus surpris par le retour précipité de Béatrice dans le salon, les joues rouges, le souffle court. « Capitaine Hastings, je crois que j'ai entendu quelque chose. » Je me levai aussitôt. Elle m'entraîna dans un couloir voisin, aux boiseries épaisses. Là, derrière une porte entr'ouverte, des voix se croisaient à voix basse. C'était Giulio Ferretti, reconnaissable à son accent nerveux, et Livia Dandolo, plus contenue, mais dont la tension transparaissait. « Tu ne comprends pas, Livia, » disait Giulio. « S'il trouve ce carnet, je t'ai dit qu'il avait disparu. Mais s'il revient, s'ils remettent la main dessus, ils sauront tout. » Un silence, puis la voix plus froide de Livia. « Alors il ne doit pas réapparaître, jamais. » Je crus sentir la main de Béatrice se crisper sur mon bras. Le carnet. Était-ce de celui que Sylvana aurait laissé, ou un autre? Les pas approchèrent soudain. Nous reculâmes en silence, retenant notre souffle. Béatrice me chuchota, les yeux agrandis par la peur. C'était à cause de ce carnet qu'elle avait peur, vous savez, Sylvana. Et son ton, cette fois, ne laissait place à aucun doute. Le jour suivant, en flânant dans une aile peu fréquentée du palazzo, je découvris une petite pièce servant de cabinet de curiosités. Les vitrines s'y succédaient, renfermant des objets anciens, éventails, broches d'opéra, masques de carnaval. Mon regard fut attiré par l'un d'eux, un masque vénitien de facture ancienne, doré, mais fendu verticalement sur le côté gauche. Quelque chose, dans cette fracture nette, éveilla en moi une résonance étrange. J'avais vu ce masque quelque part, ou peut-être seulement son reflet dans les paroles entendues la veille. Je restai un moment devant la vitrine, indécis, fasciné. Ce masque portait une forme de tristesse. Ce n'était pas une pièce de théâtre, c'était un vestige de drame. Je ne m'aperçus de la présence de Poirot qu'au moment où il se plaça à mes côtés. « Vous le reconnaissez ?» me demanda-t-il, sans détourner les yeux du verre. « Je ne sais pas. Peut-être. Laissez votre mémoire travailler, Hastings. Elle n'est pas si lente qu'elle le prétend. » Je fis un pas en arrière. Dans cette lumière froide, le masque semblait presque vivant. Poirot, lui, fixait la fissure. « Une cassure, » murmura-t-il. « Non pas accidentelle, mais symbolique peut-être. » Je restai plusieurs minutes seul dans cette pièce, le regard absorbé par ce masque dont la fente semblait s'élargir à mesure que je tentais de me souvenir. Une scène vague me revenait. Un bal, des rires étouffés, une silhouette fine, peut-être vêtue de bleu nuit, et ce masque brièvement aperçu, porté de travers. Mais où? Quand? La mémoire, chez moi, a toujours eu la décence de ne pas forcer les portes. Elle préfère rôder, s'approcher, puis repartir. Et là encore, elle me refusa la certitude. Poirot revint, silencieux. « Vous avez vu ce masque, Hastings, j'en suis certain. La question est, qui le portait? Et pourquoi l'a-t-on gardé ici, si visible, tout en le taisant depuis tant d'années? » Je ne savais que répondre, mais un malaise étrange me gagnait, comme si le passé, à travers ce simple objet, cherchait à se rappeler à lui-même. Béatrice entra à son tour dans la pièce, poussée par je ne sais quelle impulsion. Lorsqu'elle aperçut le masque, elle s'arrêta net. « Ce n'est pas possible, » dit-elle à mi-voix. « C'est... » Elle s'approcha lentement, les yeux grands ouverts.
C'est celui qu'elle portait. Sylvana. Je m'en souviens maintenant. Je lui demandai doucement si elle en était sûre. Oui, il était cassé. Je me souviens parce qu'elle en riait. Elle disait que même les masques finissaient par craquer. Et elle le remit quand même. Elle disait que ça lui allait mieux, comme ça. Elle se tut un instant, puis ajouta « C'est la dernière fois que je l'ai vue. » Poirot, qui n'avait pas quitté Béatrice du regard, s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. Ce genre de souvenir, aussi fragile soit-il, pèse parfois plus qu'un témoignage. » Elle hocha la tête, puis sortit, en silence. Je me retournai vers Poirot. Il fixait toujours le masque. « Le temps n'efface rien, Hastings, » dit-il. « Il dissimule, voilà tout. » Et dans ses yeux, ce n'était plus le regard du détective que je lisais. C'était celui de l'homme qui commence à entendre les fantômes. Ce fut un cri aigu, presque inhumain, qui me tira d'un sommeil agité. Il fendit le silence du matin, comme un verre se brise sur le marbre. Je bondis hors du lit, encore engourdi, et descendis les marches du palazzo 2 à 2. La brume s'était glissée jusque dans les couloirs. Dans la cour, plusieurs silhouettes s'étaient rassemblées, les visages pâles, les regards figés vers la tour. Poirot se tenait là, droit, impassible, mais je devinais sous son calme la tension d'un ressort qu'on vient d'enclencher. Le corps d'Ezio Carbonnet gisait au pied de la tour de l'horloge, la nuque brisée. Il semblait paisible, presque abandonné au sol, les yeux mi-clos, comme s'il avait accepté cette chute bien avant qu'elle n'ait lieu. Le majordome parlait à voix basse avec un carabinier local. Une jeune domestique pleurait contre le mur. Personne ne semblait comprendre, ou plutôt, chacun faisait mine de ne pas comprendre. Je regardais Poirot. Il ne bougeait pas. « Suicide, diront-ils, » me souffla-t-il. Mais ce n'est pas ainsi que tombent les hommes honnêtes, surtout quand ils s'apprêtaient à remonter la tour et pour réparer ce que d'autres ont voulu laisser briser. Les autorités locales firent leur apparition avec la promptitude polie propre aux tragédies bourgeoises. On parle de chute accidentelle, de fragilité émotionnelle, et même d'un cœur faible. Mais Poirot n'écoutait déjà plus. Il était penché au-dessus du corps d'Ezio, examinant la position du torse, l'angle des bras et surtout la distance. « Regardez, Hastings, » dit-il en se redressant. « Il est tombé bien trop loin du mécanisme. » Je regardais à mon tour. Le rebord de la tour, d'où Ezio aurait sauté ou chuté, était étroit, et la cour ne présentait aucun obstacle. Et pourtant, son corps reposait presque 2 mètres en retrait de l'axe direct. Il allait été poussé? Non, pas exactement. Il allait été conduit, piégé, peut-être désorienté. Mais il ne s'est pas jeté. Le désespoir, Hastings, a un mouvement vertical, pas ce recul étrange, cette torsion. Je frémis. Poirot s'éloigna du groupe, observant l'angle de la rambarde. Il s'agenouilla brièvement, puis se releva sans un mot. Les policiers refermaient déjà le dossier dans leur tête. Mais mon ami, lui, ouvrait lentement celui d'un crime soigneusement déguisé, un meurtre aussi silencieux que la ville elle-même. Plus tard, dans la matinée, tandis que la brume persistait sur les dalles froides, je me surpris à tendre l'oreille en direction de la tour. Rien. La veille encore, à minuit, nous avions entendu ce tic-tac précis, obsédant, presque spectral. Aujourd'hui, c'était le silence absolu. Aucune vibration, aucun souffle mécanique. Le cœur de la tour semblait éteint. Poirot s'approcha du mur. Quelqu'un a remis l'horloge en marche pour nous dire quelque chose, puis la tue aussitôt après avoir tué Ezio. Je fronçai les sourcils. Mais pourquoi? Quel message? Il regarda vers le sommet de la tour. Parce que le passé, Hastings, ne sait pas mourir discrètement.
Il a besoin de bruit et de silence à la fois. Il me sembla alors que la ville entière retenait son souffle, comme si elle aussi écoutait ce silence devenu trop lourd. Lorsque le corps fut déplacé, Poirot demanda à examiner personnellement les effets personnels d'Ezio. Les policiers, encore perplexes, s'inclinèrent sans insister. Le contenu était maigre, une clé rouillée, une pièce de monnaie, un mouchoir brodé. Et dans la poche intérieure de sa veste, plié en 4 et noirci au coin, un fragment de papier partiellement brûlé. Poirot le déplia avec précaution. Une odeur d'encre et de cendre s'en échappa. Je me penchai à mon tour. On pouvait encore lire, en lettres tremblantes, « À minuit, tout sera réparé ». « Une note » demandai-je. « Une promesse » corrigea Poirot. « Ou une menace ?» Il comptait réparer l'horloge. Ou révéler ce qu'elle contenait, ce qu'elle symbolisait. Peut-être même ce qu'elle cachait depuis 20 ans. Il tendit le papier à la lumière. La phrase, incomplète, laissait flotter une intention. Et cette intention, pour quelqu'un ici, avait été insupportable. Ce n'est pas la réparation qu'on a voulu empêcher, Hastings, c'est la mémoire elle-même. Je vis alors dans le regard de mon ami cette lueur rare, celle qu'il avait quand l'énigme commençait à lui parler dans sa langue propre, faite d'ombres et de logique. Le retour dans le salon fut étrange, presque irréel. Le thé avait été servi, comme si rien ne s'était passé. Mais les visages, eux, avaient changé. Bianca était assise, le regard perdu dans le vide, ses doigts agrippés à l'accoudoir, comme à une falaise invisible. Lorsqu'on lui annonça la mort d'Ezio, elle hocha simplement la tête, mais son teint vira au blanc de la cire. Livia, elle, renversa sa tasse en entendant la nouvelle. Puis elle se leva brusquement, balbutiant une excuse, et quitta la pièce sans se retourner. Giulio, quant à lui, ne dit mot. Il resta debout, face à la fenêtre, un verre à la main. Il but lentement, puis s'en servit un autre. Je rapportai ces détails à Poirot, qui écoutait attentivement. 3 réactions, Hastings. 3 formes de peur, l'effondrement, la fuite, l'alcool. Vous croyez que l'un d'eux? Non. Je crois qu'ils savent. Tous 3. Chacun un morceau de vérité. Et la vérité, vous le savez, mon ami, ne s'additionne pas. Elle se recompose. Il regarda le feu dans l'âtre. Quelqu'un a vu Ezio monter cette nuit, ou lui a demandé de monter, et ce quelqu'un est assis à cette table, le soir venu, alors que les ombres s'épaississaient dans les couloirs du palazzo. Poirot me parla à voix basse, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes puissent écouter. Ce n'est pas Ezio que l'on a tué, Hastings, pas seulement. C'est ce qu'il allait réveiller, le mécanisme, la tour, le souvenir figé dans les rouages. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Vous pensez que c'est pour l'empêcher de parler? Non, pour l'empêcher de réparer. Je hochai lentement la tête. Le tic-tac s'était tu. Ezio aussi. Et le silence, désormais, n'était plus une absence, c'était un avertissement. Le lendemain, poussé par une intuition, je montai discrètement jusqu'au pied de la tour. Une partie de la rambarde métallique, légèrement rouillée, attirait mon regard. À son extrémité, sur la barre supérieure, on distinguait nettement une empreinte, la forme d'un gant, comme si quelqu'un s'y était appuyé très brièvement. Je la montrai à Poirot, qui, sans un mot, sortit son mouchoir de lin et nettoya la surface avec une précision délicate. Le métal a conservé la trace, dit-il, mais pas assez pour l'identifier. Pourtant, il plia soigneusement le tissu taché de rouille et le glissa dans sa poche. Un gant, Hastings, c'est peu. Mais les coupables laissent toujours une couture derrière eux. Et moi, je sais recoudre. Il se détourna,
son pas plus rapide qu'à l'ordinaire. En redescendant lentement l'escalier en colimaçon de la tour, je m'arrêtai à mi-chemin. Poirot m'attendait quelques marches plus bas. Essio avait peur, dis-je. Il savait ce qu'il allait trouver. Non, mon ami. Il avait espoir. Il croyait que la vérité, après tant d'années, pouvait être réparée. Et c'est pour cela qu'il est mort. Poirot acquiesça, grave. Ce meurtre n'est pas une rupture. C'est une continuité, une reprise. Le passé, Hastings, a recommencé à tuer. Je me tus. Et dans ce silence, j'entendis résonner à nouveau, non pas le tic-tac d'une horloge, mais celui du temps qui réclame, enfin, qu'on le regarde en face. L'accès à la tour de l'horloge, fermée depuis 20 ans, semblait entouré d'un interdit aussi impénétrable que symbolique. Mais Poirot, avec ce mélange d'insistance et de politesse qui lui était propre, fit en sorte que les verrous se desserrent. C'est à la comtesse Bianca elle-même qu'il adressa sa demande, en fin d'après-midi, alors que le soleil s'éteignait lentement derrière les verrières opaques du palazzo. Pour que les morts reposent enfin, madame, il faut parfois que les vivants franchissent la porte qu'ils ont juré de ne plus ouvrir. Bianca ne répondit pas tout de suite. Puis, sans le regarder, elle se leva et sortit un trousseau ancien d'un tiroir dissimulé dans une commode. Elle le posa entre ses mains avec lenteur. « Je vous confie la clé, mais je ne veux rien entendre de ce que vous y trouverez. »« Je comprends, » dit Poirot simplement, « mais il faudra, un jour, entendre. » Et c'est ainsi que le lendemain matin, à la première heure, nous montâmes, lui, moi, et la jeune Béatrice, vers le cœur muet de l'énigme. Les marches de pierre, étroites et usées, nous conduisirent lentement vers les étages supérieurs de la tour. L'air devenait plus froid à mesure que nous montions, chargé d'un mélange de métal, de poussière et de quelque chose d'indéfinissable, une mémoire en suspension. Béatrice nous suivait sans un mot. Elle semblait plus tendue que d'ordinaire, comme si elle sentait, elle aussi, qu'il ne s'agissait pas seulement d'une vieille tour, mais d'un lieu de silence verrouillé depuis trop longtemps. Poirot grimpait avec régularité, le pas ferme, le regard fixé sur la rampe, comme s'il comptait chaque seconde. « Il y a des lieux, Hastings, » dit-il sans se retourner, « où les crimes ne s'écrivent pas en lettres de sang, mais en absence de mots. » Je ne répondis pas. Le couloir tournait à gauche. Une lourde porte de bois, cerclée de fer, apparut devant nous. Poirot inséra la clé. Le passé, pensai-je, avait son propre mécanisme. La porte s'ouvrit sur un grincement qui sembla vibrer dans les os mêmes de la tour. Nous entrâmes dans une pièce minuscule, presque circulaire, dissimulée derrière l'immense cadran de l'horloge. L'espace était si exigu qu'il ne permettait guère plus que 2 ou 3 pas en toute direction. Le plafond bas obligeait à se courber légèrement. Mais ce n'était pas la poussière, ni les toiles d'araignée, ni même l'humidité froide qui nous figea un instant. C'était l'impression troublante que rien ici n'avait bougé depuis 20 ans. Une chaise, en bois blond, se tenait contre le mur, à côté d'un petit coffre sans serrure. Au centre, une étagère intégrée au mur accueillait quelques objets. Une tasse fêlée, une plume brisée, une montre arrêtée, à 21h17. Le cadran de verre de l'horloge diffusait une lumière filtrée à travers les chiffres romains peints. Le mécanisme derrière nous battait à peine, comme retenu dans un souffle. « C'est une chambre de guet, » dit Poirot, « mais aussi une cellule. » Béatrice regardait autour d'elle, la gorge serrée. Quelqu'un a vécu ici, ou est mort ici. Je posai la main sur le dossier de la chaise. Le bois était encore tiède, ou le souvenir en était si fort qu'il me le semblait.
Sur le mur opposé au cadran, nous découvrîmes une longue vue ancienne, fixée à un support pivotant, orienté non pas vers la ville ou la lagune, comme on aurait pu s'y attendre, mais vers un angle précis, le balcon du palazzo. Poirot s'approcha, ajusta doucement l'objectif. « Intéressant, » murmura-t-il. « Ce n'est pas un instrument de contemplation. C'est un poste d'observation, privé, furtif. » Il se tourna vers moi. « Vous comprenez, Hastings? Celui ou celle qui se trouvait ici pouvait observer sans être vu, regarder les allées et venues, espionner. » Je jetai un coup d'œil à travers l'objectif. Je vis clairement la fenêtre du salon, et juste en dessous, la balustrade où les invités prenaient parfois le thé. Cette vue n'était pas romantique, elle était stratégique. Béatrice, les bras croisés, observait la lunette avec un malaise visible. Elle aimait regarder, dit-elle à voix basse. Sylvana, elle disait toujours, les gens mentent moins quand ils sont loin. Poirot hocha la tête. Mais parfois, mademoiselle, ils mentent aussi à ceux qui les regardent. Ce fut Béatrice qui le trouva. Elle s'était accroupie près du mécanisme de l'horloge, examinant l'un des coffrets de bois anciens qui contenaient les pièces de rechange. Ses doigts frôlèrent un renflement anormal sous le couvercle. Elle glissa la main et en tira un petit objet couvert de poussière. Un carnet, de cuir rouge, usé, fermé par une sangle fine à moitié rompue. « Regardez, » dit-elle, la voix étranglée. « Il y a des initiales. » SDR. Poirot s'en saisit avec précaution. Il le tourna dans ses mains, caressa la couverture de l'index. « Sylvana Di Ruggiero » murmura-t-il. Enfin, il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il regarda la pièce, le masque de lumière sur le sol, les rouages endormis, et Béatrice, figée, comme si elle venait de profaner un tombeau. Ce carnet a été caché, ici, dans le ventre même de l'oubli. Il ouvrit enfin la première page, et la voix de Sylvana, étouffée depuis 20 ans, commença à parler. Poirot lut à voix basse, dans le silence absolu de la tour. La plume de Sylvana, fine, courait d'une écriture inclinée, parfois hâtive, parfois tremblante. « J'écris ici parce que je ne peux plus parler, parce que mes mots à moi sont devenus des armes qu'on retourne contre moi. On dit que je mens, on dit que j'imagine, mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. » Ces phrases évoquaient un amour né dans l'ombre, une liaison cachée, interdite. Elle parlait d'un homme marié, influent, prisonnier de son nom, jamais nommé, mais que Poirot, à la façon dont son sourcil frémit, semblait déjà deviner. Je l'aime, et il m'a promis de partir avec moi, mais il hésite. Il dit que le moment est mal choisi, que je dois attendre encore, et moi, j'ai peur qu'il m'oublie, ou qu'il choisisse de me faire taire. Puis vinrent les mots plus rudes, plus décousus. Ils savent, je crois que le sait, et j'ai aussi. Ils me regardent étrangement, si je disparais. Ce carnet dira que j'étais vivante, que je pensais encore, que je voulais fuir. Poirot referma doucement les pages. Elle écrivait contre la mort, Hastings, et elle la sentit venir. Nous arrivâmes aux dernières pages. L'encre y était plus pâle, la main plus hésitante, et dans ces lignes-là, quelque chose de glaçant se révéla. Ce soir, je vais le voir. Il m'a dit de venir seul, il m'a dit qu'il fallait parler. Je ne sais pas si je dois lui faire confiance. Je vais monter dans la tour, c'est là qu'il m'attend. J'ai peur, mais je n'ai plus de place pour les hésitations. Il faut en finir avec les ombres. Poirot lut la dernière phrase en silence, puis me la répéta, les yeux fixés sur le vide. Si je n'en ressors pas, qu'on sache que ce n'est pas un accident, que quelqu'un a refermé la porte. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Béatrice pleurait sans bruit.
Elle est venue ici, murmura-t-elle, seule, pour fuir, pour parler, pour aimer. Et elle n'est jamais ressortie. Non, dit Poirot, on l'a laissée ici, ou on l'y a gardée. Il referma le carnet, le glissa dans sa poche, intérieure, comme une pièce à conviction sacrée. Puis regarda le plafond bas, les murs étroits, les engrenages autour de nous. Le silence, Hastings, n'est jamais innocent. Celui-ci a été construit, et maintenant, il va parler. Nous étions redescendus de la tour, le carnet rouge serré contre la poitrine de Poirot comme un livre sacré. Il ne parla pas tout de suite, pas avant que le palazzo n'ait retrouvé son silence feutré et ses ombres accoutumées. Alors, dans le petit salon attenant à la bibliothèque, il me fit signe de m'asseoir. « Hastings, dit-il d'une voix grave, ce que je vais vous dire va renverser notre échiquier. » Je me penchai instinctivement, sentant déjà le poids de la révélation. Sylvana, au moment de sa disparition, portait un enfant. Je crus ne pas avoir bien entendu. Un enfant? Vous voulez dire? Elle était enceinte, de plusieurs mois. Elle l'évoque à demi-mot dans les dernières pages. Une robe trop étroite, des regards détournés. Et surtout, cette peur lancinante d'être effacée. Je restais stupéfait. Et personne n'en a jamais parlé? Non. Car cet enfant-là, mon ami, était une menace, une brèche dans les convenances, une bombe à retardement dans un monde figé par le silence. Je sentis que ce détail, ce simple mot, enfant, allait tout changer. Non seulement l'interprétation du drame, mais aussi les culpabilités tues depuis 20 ans. Poirot ne me donna pas de nom tout de suite. Il tourna autour du sujet avec cette lenteur méthodique qui lui était propre lorsqu'il pesait chaque possibilité comme on pèse un joyau. Le père, dit-il enfin, n'était pas un jeune homme naïf et romantique. Ce n'était pas un amour d'été. C'était un homme marié, mûr, établi. Un homme de ce cercle? Très probablement. Quelqu'un qui aurait tout à perdre si cela venait à se savoir. Un nom, un héritage, une position. Il se leva et fit quelques pas dans la pièce. Le carnet est prudent. Sylvana écrivait en initiales, mais certains passages trahissent une connaissance profonde des jeux d'influence. Elle écrit « Il a promis qu'il choisirait, qu'il parlerait, mais son silence devient un choix. » Je tentais de rassembler les visages. Albanese, le notaire, Giulio, le collectionneur, fébrile. Memté pourquoi pas. Un homme de l'extérieur, un ami de la famille. Poirot secoua la tête doucement. Ce qui est certain, Hastings, c'est que ce silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Et il a coûté la vie à 2 êtres. Son regard croisa le mien. Il nous reste à découvrir à qui il a profité. Le nom d'Albanese s'imposa bientôt à nous, non par soupçon, mais par nécessité. C'était lui qui, selon le carnet, avait été chargé, ou aurait dû l'être, d'enregistrer un testament. Nous le trouvâmes seul, dans la bibliothèque du Palazzo, entouré de vieux volumes qu'il ne feuilletait pas. « Maître Albanese, dit Poirot avec douceur, nous avons découvert que mademoiselle Sylvana avait exprimé l'intention de rédiger un testament peu avant le bal. » Le notaire ne parut pas surpris. Il ferma son livre avec lenteur, sans lever les yeux. Elle m'a demandé, en effet, si un testament non signé pouvait avoir une valeur morale. J'ai répondu que non. Et après? Rien. Elle ne m'a rien remis. Êtes-vous certain? Albanese leva enfin le regard. Ce soir-là, j'ai quitté le bal plus tôt. Je n'ai pas revu Sylvana. Elle n'a jamais déposé de document, et s'il a existé, il a disparu. Je notai l'usage du conditionnel. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant, dit-il, elle a écrit qu'elle avait confié le document à celui qui garde les silences et les secrètes dans des enveloppes cachetées. Il ajouta, plus bas,
Vous étiez ce gardien-là. » Le notaire ne répondit rien. Ce fut Livia qui parla la suivante, non par courage, mais par relâchement. La tension ambiante, l'ambiance désormais presque irrespirable du palazzo, sembla lui arracher l'aveu plus qu'elle ne le décida. Elle nous retrouva dans la salle de musique, là où Silvana, selon la légende familiale, aimait improviser au piano. « J'ai reçu une lettre, dit-elle soudain, sans préambule, 1 semaine avant le bal. » Poirot se redressa légèrement. « De Silvana ? » ?»« Oui, elle disait qu'elle voulait fuir, qu'elle ne supportait plus cette maison, ses regards, ses silences. » « Et vous ?» Livia ferma les yeux un instant. « Je l'ai brûlée. » « Sans la lire ? » ?»« Pas entièrement. Je l'ai ouverte, j'ai vu les premiers mots. Je ne suis plus seule, alors j'ai paniqué. Je ne voulais pas savoir. » Elle tourna vers nous un regard perdu. Si j'avais lu cette lettre, si je lui avais répondu, peut-être qu'elle serait encore... Poirot posa la main sur l'accoudoir. « Ce n'est pas la lettre qui l'a tuée, madame. C'est ce que les autres ont fait de son silence. » Et dans le regard de Livia, je vis naître un regret plus ancien encore que la lettre elle-même. Nous retrouvâmes Giulio Ferretti dans la véranda, penché sur un verre de vermouth qu'il tournait entre ses doigts sans y toucher. Il leva les yeux en nous apercevant, et dans son regard flottait cette lueur trouble des hommes qui ont trop longtemps regardé en arrière. « Vous venez pour Silvana, » murmura-t-il. Poirot incline lentement la tête. « Vous l'aimiez, n'est-ce pas ?» demandai-je avec une douceur que je ne me connaissais guère. Il sourit, presque avec tendresse. J'étais fou d'elle. Je lui ai décrit des poèmes, des pages entières. Elle riait, toujours, quand je les lisais. Pas méchamment, avec douceur. Il marqua une pause. Mais elle avait les yeux ailleurs, sur quelqu'un d'autre. « Saviez-vous qu'elle attendait un enfant ?» lança Poirot d'un ton neutre. Giulio sursauta, recula d'un souffle. « Non, non, jamais elle ne me l'a dit. » « Et vous n'avez jamais surpris une conversation, un regard ? » ?»« Rien. Et croyez-moi, je l'aurais défendu, même contre sa famille. » Il s'interrompit, les yeux rougis. « Mais je n'étais qu'un poète de passage. Je n'étais pas du bon monde. » Et soudain, son chagrin, aussi sincère que désarmant, me sembla à la fois une confession et une absolution. Dans les heures suivantes, Poirot, tel un horloger en quête d'une pièce manquante, se mit à recomposer le puzzle. Il fit étaler devant nous, sur une table basse, les quelques objets collectés depuis notre arrivée. « Regardez, Hastings, ce masque fêlé, retrouvé dans un coffre d'accessoires du bal. Il portait une fine trace de sang séché à l'intérieur, détail que seul l'œil méticuleux aurait remarqué. Il désigna ensuite la montre d'Ezio, arrêtée à 0007 exactement. Une coïncidence ? Peut-être, mais c'est précisément l'heure que Silvana évoquait dans son carnet comme le moment où tout basculera. Enfin, il tendit un menu jauni par le temps. Au dos, des chiffres griffonnés. 2, 3, 7, DS. J'ai retrouvé l'écriture dans une note du carnet. Ce sont ses initiales. Un code, une combinaison, peut-être les heures où elle espérait une réponse ou un signal. Je restais pensif, tant de signes dispersés comme des éclats de vérité volontairement égarés. Poirot se pencha vers moi. « Rien n'a jamais été effacé, mon ami, seulement recouvert, avec méthode, avec soin, comme on dissimule une fissure sous une dorure. » Et dans sa voix, je crus entendre le frémissement d'une certitude. Je dois l'avouer, plus les éléments s'alignaient, plus mon esprit revenait vers Giulio. Sa nervosité, sa solitude, sa mélancolie presque théâtrale. Tout cela composait le portrait parfait du suspect trahi et conduit, poussé à bout.
Je partageais mes doutes avec Poirot, qui m'écouta sans m'interrompre, puis secoua doucement la tête. « Non, Hastings, c'est trop évident, trop linéaire. Vous croyez qu'il joue la comédie? Non, je crois qu'il est exactement ce qu'il paraît. Un homme brisé, pas un homme coupable. Il est l'écran idéal, celui qu'on montre pour mieux détourner le regard. » Il ajouta, plus bas, « Les vrais coupables, mon ami, sont ceux dont on oublie de douter. » Je sentis alors que l'enquête entrait dans une autre profondeur, plus trouble, plus étouffée, comme si les vérités les plus dangereuses se cachaient derrière les gestes les plus polis. Ce soir-là, alors que les couloirs du palazzo s'enfonçaient dans leur silence de velours, Poirot me confia sa pensée la plus sombre. Ce que nous traquons, Hastings, n'est pas un simple meurtre, c'est une trahison collective, une vérité maquillée, étouffée sous des couches d'héritage, d'allégeance et de honte. Il s'approche de la fenêtre, son regard perdu dans l'obscurité. Quelqu'un a voulu préserver une image, un nom, une lignée. Et pour cela, on a préféré effacer une femme, et peut-être même, aujourd'hui, un vieil homme qui en savait trop. Je me tus. La vérité, murmura-t-il, a été dorée, comme ces cadres qu'on accroche sur des murs pour cacher la moisissure derrière. Et dans cette phrase, il y avait une tristesse infinie, celle des secrets que même le temps ne sait laver. Le lendemain, dès l'aube, Poirot fit transmettre à chacun, des membres de la maisonnée, une invitation soigneusement rédigée, dans sa plus belle écriture ronde. Il les conviait, à 10 heures précises, dans la salle désormais remise en état, au pied de la tour de l'horloge. La mécanique nettoyée et huilée semblait avoir retrouvé son cœur battant, comme si le passé lui-même avait été réanimé. J'étais à ses côtés lorsqu'ils arrivèrent, un et un, Livia, figée dans sa réserve coutumière, Bianca, le port droit, mais les lèvres pâles, Giulio, en retrait, les yeux troubles, et Béatrice, que l'inquiétude rendait presque enfantine. Tous étaient là, rassemblés dans cet espace clos, entre les murs de pierre, où résonnaient encore, peut-être, les échos d'une nuit ancienne. Poirot les salua avec politesse, puis, sans détour, annonça « Mes amis, il est temps que cette tour cesse d'être un tombeau pour les secrets. » Un silence lourd s'abattit. Nous allons évoquer ce qui s'est réellement passé la nuit du bal, car ce n'est pas la mort qui hante ce lieu, mais l'abdication de la vérité. Et dans cette salle au rouage de cuivre, chacun sentit que l'heure de rendre compte était arrivée. Poirot prit la parole avec une gravité qui glaça l'assemblée. Il ne s'agissait plus de conjectures, mais d'une vérité lentement extraite du silence et de la poussière. Sylvana n'avait nullement l'intention de disparaître dans le mystère, dit-il. Elle avait prévu de partir, de fuir, avec l'homme qu'elle aimait. Livia tressaillit, Giulio releva la tête, et Bianca demeura impassible, trop impassible. Le carnet rouge nous l'apprend sans détour. Elle voulait les briser les chaînes d'une vie imposée, d'un nom qui l'enfermait. Il marqua une pause, ses yeux observant chacun, avec une précision chirurgicale. Elle avait donné rendez-vous à son amant à minuit, ici même, sous l'horloge, mais elle n'est jamais sortie de cette tour. Livia balbutia. « Un amant ? Elle ne m'avait rien dit. »« Justement, madame, » rétorqua Poirot, « parce qu'elle savait que vous auriez cherché à l'en empêcher, et elle voulait protéger l'enfant qu'elle portait. » Cette dernière phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre. « Oui, » ajouta-t-il, « elle portait un enfant, et c'est là, mes chers amis, que le mensonge familial s'est transformé en prison. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le tic-tac retrouvé de l'horloge. Béatrice, blême, s'était recroquevillée sur une chaise de fer.
Poirot tourna vers elle son regard doux, mais sans indulgence. « Mademoiselle, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez vu cette nuit-là. » Elle secoua d'abord la tête, comme pour se dérober, puis murmura. J'étais monté chercher mon écharpe. On me l'avait offerte ce soir-là, une soie bleu pâle. Je tenais tant à la montrer à Sylvana. Elle se tut un instant, puis reprit, la voix chevrotante. Et j'ai vu ma tante entrer dans la tour avec un homme. Ils parlaient à voix basse, mais je me souviens qu'elle avait l'air heureuse. Puis la porte s'est refermée. J'ai voulu raconter à maman. Elle lança un regard furtif à Bianca, qui avait baissé les yeux. Mais elle m'a dit que j'avais rêvé, qu'il ne fallait pas parler de choses que je ne comprenais pas. Poirot hocha lentement la tête. « Vous avez vu la vérité, mademoiselle, mais on vous a appris à la nier. » Un long silence suivit, et dans ce silence, je crus entendre l'enfant qu'elle avait été, figée depuis 20 ans dans cette nuit sans pardon. Bianca di Ruggiero releva enfin les yeux, et quelque chose en elle sembla céder. Ce n'était pas de la panique, ni même du remords, c'était une résignation glacée. Elle allait tout détruire, dit-elle d'une voix calme, notre nom, le travail de notre père, l'ordre que nous avions maintenu. Poirot s'approcha d'elle avec une douceur déconcertante. « Et vous avez agi, madame, non pas par cruauté, mais par loyauté, une loyauté aveugle, comme seuls les esprits les plus rigides savent en concevoir. » Bianca hocha la tête. « Je ne voulais pas, je ne pensais pas. Je voulais simplement qu'elle réfléchisse, qu'elle comprenne. Je l'ai enfermée, oui, mais je comptais revenir, lui parler, la convaincre. » Elle se couvrit le visage de ses mains. Mais ensuite, les heures ont passé. Il y a eu la musique, le champagne et le silence. Et quand vous êtes monté, elle ne répondait plus. Elle ne répondit pas, mais ses épaules tremblaient. Poirot murmura « C'est là qu'est né le vrai crime, madame. Pas dans la mort, mais dans la honte qu'on a voulu dissimuler. Et dans ce silence, aussi brillant que l'or, mais tout aussi froid. » Le tic-tac de l'horloge se fit soudain oppressant. Alors que Bianca tentait de retrouver contenance, Poirot tourna son attention vers le mécanisme de l'horloge. Non pas celui que l'on voit, mais celui que l'on entend. « Il y a un détail, dit-il, qui m'a longtemps échappé. Une anomalie, trop discrète pour éveiller l'attention d'un homme ordinaire. Mais pas d'un horloger. » Il fit signe à Béatrice, et la jeune femme ouvrit le compartiment dissimulé dans le socle. À l'intérieur, parfaitement rangés, reposaient les outils d'Ezio. « Monsieur Ferretti, » dit Poirot, « n'était pas qu'un réparateur. C'était aussi un homme éperdument dévoué. Il aimait Bianca di Ruggiero, en silence, en secret. Et quand elle lui a demandé de réparer une erreur, il a obéi. Je me souvenais alors du visage pâle d'Ezio, de ses gestes nerveux chaque fois que la tour était évoquée. Il a verrouillé le compartiment depuis l'intérieur, modifié le système de levier pour rendre la pièce inaccessible et a porté ce fardeau pendant 20 ans. » Poirot se pencha, ramassa un écrou rouillé. « Ce sont les mains qui ont tout su et qui ont tout scellé. Mais certaines vérités, même bien vissées, finissent toujours par grincer. » Ce carnet rouge, poursuivit Poirot, n'a pas été simplement retrouvé par hasard dans la boîte à rouages. Il y a été remis. Je fronçai les sourcils. « Vous voulez dire, après coup ?» Poirot acquiesça. L'objet avait disparu. Étrangement, c'est après la mort d'Ezio qu'il réapparaît, intact, protégé, et placé à l'endroit même qu'il avait modifié jadis. Il s'interrompit un instant, scrutant chacun des visages. Ezio menaçait de parler. Il avait vu le monde changer, il n'avait plus 20 ans, et il savait que sa conscience ne supporterait pas une année de plus d'omerta. Il avait même, selon moi, confié une copie,
de certaines pages à un notaire de confiance. Bianca serra les lèvres. « Il ne m'a rien dit, » murmura-t-elle. « Jamais. » « Il n'avait pas besoin de parler, madame. Il vous avait déjà tout confié, en obéissant. » Poirot posa doucement le carnet sur le socle. Mais un homme qui commence à douter n'est plus un complice. Il devient un témoin dangereux. Et dans ce carnet, renfermé pendant 20 ans, le cœur d'une morte se mettait à battre plus fort que jamais. « Ezio n'est pas mort d'une crise cardiaque, » affirma Poirot avec une froideur tranchante. Il a été empoisonné, subtilement, rapidement, mais intentionnellement. Je sursautai, stupéfait. Empoisonné? Par qui? Le regard de Poirot se posa lentement sur Bianca. Elle ne recula pas, mais l'ombre d'une crispation passa dans ses yeux. « Vous n'aviez plus le choix, madame, » dit-il d'une voix douce. Ezio vous échappait. Il ne croyait plus aux vertus du silence. Bianca se redressa. Il était faible, instable, il aurait tout détruit. Comme Sylvana, demanda Poirot, sans hausser le ton. Un tremblement imperceptible traversa ses mains. Il parlait trop. Il avait gardé ce carnet. Il m'a supplié de lui pardonner. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il ne me le demandait plus vraiment. Un silence abyssal s'installa. « Vous avez voulu protéger votre famille, » reprit Poirot. « Mais vous avez confondu l'honneur avec l'étouffement. Et à la fin, vous avez tué pour éviter d'être regardée comme une sœur qui se serait trompée. » Bianca détourna les yeux. Elle n'avoua pas, mais elle ne nia pas non plus. Et parfois, c'est dans ce silence-là que la vérité prend corps. Poirot s'avança vers le panneau latéral de l'horloge, puis me fit signe d'observer. Il tira un levier à peine visible, dissimulé derrière une plaque de cuivre. « Regardez bien, mon ami, ce mécanisme conçu pour resynchroniser les cloches possède une fonction secondaire. À 21h17 précisément, la pression exercée par l'horloge provoque la fermeture automatique de ce compartiment. Je vis, avec effroi, le panneau se rabattre lentement. Cette configuration a été modifiée par Ezio lui-même, sur ordre de Bianca, la veille du bal. Béatrice porte une main à sa bouche. Ce soir-là, Sylvana est entrée, ici, à 21h12, selon les indications du carnet. 5 minutes plus tard, elle était enfermée, sans issue. Poirot se retourna. Personne n'est venu, personne n'a entendu. La musique couvrait tout. Elle a frappé, crié peut-être, mais l'horloge, elle, a couvert les sanglots. Un silence s'imposa, presque sacré. « Ce n'est pas un meurtre prémédité, » conclut-il. « C'est un piège devenu mortel par orgueil. » Le temps la refermait sur elle, comme une sentence muette. Et quand l'aiguille atteignit 21h17, elle ne tourna plus, comme si elle s'arrêtait, par pudeur, devant l'irréparable. Nous étions tous là, entourés par les battements réguliers du mécanisme, comme un cœur mécanique qui, enfin, osait dire la vérité. Poirot prit un instant, le regard perdu dans les engrenages. Ce drame, mes amis, n'est pas un simple crime. C'est une orchestration, une symphonie étouffée, jouée par des mains différentes, chacune persuadée d'agir pour le bien. Il se tourna vers chacun. Bianca, l'ordre familial. Ezio, la loyauté amoureuse. Livia, la peur du scandale. Giulio, le silence par faiblesse. Et même Béatrice, réduite à croire qu'un souvenir d'enfance n'était qu'un rêve. Je sentis un frisson me parcourir. Chaque rouage a tourné, lentement, par habitude, par résignation. Et l'on a construit un mensonge si bien poli, qu'il brillait plus que la vérité elle-même. Poirot s'interrompit, puis d'une voix presque lasse, « Mais un mensonge ne rend jamais la justice, il ne protège que ceux qui l'ont fabriqué. » Il referma le carnet rouge. Ce cercle est refermé. Et le temps, cette fois, ne protégera plus personne. La tour, enfin,
retrouvait son silence, non plus celui du secret, mais celui du repos. Elle n'a pas résisté. Bianca di Ruggiero, droite comme une statue de marbre, tendit lentement les mains, paumes ouvertes, comme si ce geste avait été longuement préparé dans le secret de ses nuits blanches. Les bracelets de métal claquèrent doucement, mais nul ne sembla réagir. Autour d'elle, les visages s'étaient figés dans une forme de dignité apeurée. Livia détourna les yeux, serrant son châle contre elle comme un rempart fragile. Giulio se recula d'un pas, le regard vide. Béatrice, blême, gardait la tête basse, ses doigts crispés contre le dossier d'un fauteuil. Je lançai un regard à Poirot, mais il gardait le silence, son expression fermée, presque solennelle. Le silence était presque sacré. Seul le cliquetis des rouages de la tour semblait désormais avoir le droit de parler. Il me sembla qu'en cet instant, l'honneur qu'on avait tant voulu préserver s'était dissous dans une poussière plus légère que l'air, mais infiniment plus lourde à porter. Et Bianca, qui n'avait plus rien à défendre, marcha en silence vers la sortie, entourée d'hommes en uniforme, comme une reine déchue dont le crime ne pouvait plus se maquiller de noblesse. Ce fut Béatrice qui rompit le silence. Sa voix tremblait, mais elle ne cherchait plus à dissimuler ni sa détresse, ni ses doutes. « Monsieur Poirot, si quelqu'un fait une chose terrible, par amour, par peur aussi, est-ce que cela peut être pardonné ?» Elle ne pleurait pas, mais ses yeux cherchaient désespérément une réponse, un mot, une échappatoire que le silence n'offrait plus. Poirot lui répondit sans détourner le regard. « Pardonner ? Peut-être, mademoiselle, mais excuser, non. » Elle resta immobile, luttant pour comprendre. Il ajouta plus doucement. « L'amour, mademoiselle Béatrice, est une force puissante. Il pousse parfois à la beauté, parfois au sacrifice, et parfois, hélas, à l'aveuglement. Mais jamais il ne transforme un crime en vertu. Ce que l'on fait pour protéger un nom n'efface pas la vie que l'on brise pour cela. Je vis la jeune femme vaciller, non dans son corps, mais dans ses certitudes. Une part d'elle venait de s'écrouler. Vous dites que le silence n'était pas une preuve d'amour ? Le silence, répondit Poirot avec gravité, est souvent une prison dorée dans laquelle on enferme la vérité, et ceux qui auraient dû vivre. Elle ne répondit pas, mais je crois que son regard venait de vieillir de 10 ans. Le lendemain matin, un bruit régulier se répandait à nouveau dans tout le domaine, le tic-tac des horloges de la tour, synchronisés à la minute près. Ce son, jadis familier, avait disparu si longtemps que son retour paraissait presque incongru. Je m'arrêtai à l'entrée de la salle du mécanisme, attiré par cette pulsation mécanique, comme si la tour, elle aussi, reprenait conscience d'elle-même. « Voilà, » dit Poirot à voix basse derrière moi, « le cœur de cette maison bat de nouveau. » Je hochai la tête, touché, sans bien savoir pourquoi. Il y avait dans ce rythme quelque chose d'inéluctable, de plus fort que le mensonge et la peur. Le temps, impassible, avait repris sa marche, et il ne demandait pas l'avis des hommes. « Ironique, n'est-ce pas ?» murmurai-je. « C'est cette mécanique-là qui a tué, et maintenant, elle rythme la fin du drame. »« Non, mon ami, » répondit Poirot, « ce n'est pas la mécanique qui tue, c'est la main qui la détourne, et l'âme qui la justifie. Je me tue. » Car à cet instant précis, le tic-tac avait quelque chose d'obsédant, presque cérémoniel, comme s'il voulait graver à jamais dans la mémoire des lieux le souvenir de ce qui fut tu. Je descendis lentement vers le petit salon, où l'on avait replacé les souvenirs du bal. Là, dans une vitrine de verre impeccablement nettoyée, reposait le masque fissuré de Sylvana. Un fragment d'ivoire, brisé au niveau de la tempe,
témoin muet d'une fête qui n'avait jamais connu de lendemain. Je restai un long moment devant cette relique. Il y avait dans cette pièce une odeur d'encaustique, de fleurs fanées et de temps suspendu. On aurait pu croire à une mise en scène muséale. Mais moi, je n'y voyais qu'un cercueil ouvert. Le masque semblait nous défier. Il souriait encore, mais sa fêlure disait autre chose. Une faille discrète, presque esthétique, mais profonde, irréversible, comme un nom qu'on veut préserver, tout en l'enterrant. Poirot me rejoignit. « Vous voyez, Hastings, le drame ne laisse jamais les objets indemnes, même les choses muettes apprennent à témoigner. Un jour, je me demandais ce qu'il convenait de faire, laisser ce masque exposé ou le retirer. Et puis je compris, ce n'était pas à moi de décider. Il n'était pas là pour les vivants. Il était là pour rappeler aux vivants qu'ils avaient oublié une morte. Et parfois, un rappel vaut mieux qu'un pardon. Je retrouvai le carnet rouge dans le tiroir de ma chambre d'hôte. Posé là, comme un dernier message. Je l'ouvris une dernière fois, relisant au hasard quelques lignes de Sylvana, griffonnées avec cette écriture nerveuse et vibrante que je connaissais désormais si bien. Des mots d'amour, des peurs, des rêves simples, une évasion rêvée, jamais réalisée. Puis, d'un geste lent, presque cérémoniel, je refermai le carnet, non comme on range un objet, mais comme on referme un cercueil invisible, plein de murmures, de promesses brisées et de vérités trop longtemps contenues. Il me sembla entendre la couverture émettre un léger souffle, comme si elle s'était soulagée d'un poids. Poirot entra sans frapper. « Vous avez lu jusqu'au bout ?»« Je crois, oui. » Il acquiesça. Ce carnet n'était pas une preuve, c'était une confession, pas destinée à un juge, mais au temps lui-même. Je reposai le carnet dans la malle, où j'avais rangé mes affaires. Je ne savais pas si je devais l'emporter ou le laisser ici, mais je compris soudain que cela n'avait pas d'importance. Ce qui devait être révélé l'avait été. Le reste appartenait au silence. Nous étions sur le quai, prêts à quitter ce lieu où tant de souvenirs avaient été exhumés. Poirot, fidèle à son habitude, regardait l'horizon sans le voir, vraiment. Ses pensées déjà ailleurs, peut-être. Il murmura, presque pour lui-même. Le temps ne guérit pas, il révèle. Je tournai vers lui un regard surpris. Je croyais, mon cher ami, que le temps effaçait les douleurs. Non, Hastings, c'est là une illusion romantique. Le temps n'efface rien. Il expose, il désagrège les apparences. Il rend visible ce que l'on croyait pouvoir enterrer. Je me tue. Ces mots résonnaient avec une clarté implacable. Vous voulez dire que tout finit par revenir? Pas toujours sous forme de mots, dit-il. Mais un jour, quelqu'un sentira une fêlure dans un masque, une irrégularité dans un tic-tac, une lettre oubliée dans un carnet. Et alors, Hastings, la vérité se redressera, même pâle, même incomplète. Le train arriva dans un chuintement. Nous montâmes sans un mot. Et tandis que la campagne défilait, je me demandais combien de drames reposaient ainsi, immobiles, dans les tours silencieuses des familles respectables. Le temps ne juge pas, mais il n'oublie jamais. Le temps, parfois complice, silencieux, finit toujours par rouvrir les portes que l'on croyait à jamais scellées. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver l'honneur d'un nom, même au prix de la vérité? Si cette histoire vous a touché, likez, commentez votre réponse et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères tissés dans l'ombre, car certaines vérités, comme les aiguilles d'une horloge oubliée, finissent toujours par retrouver leur course.